Merci pour l'invitation pour VetinTech. Merci à Laetitia aussi, Laetitia Dorso, qui a lu quelques rapports que j'ai pu écrire et qui m'a demandé aussi un peu de voir, avoir une réflexion sur la télémédecine animale. Alors c'est un secteur que j'ai essayé de fuir. Je suis fille d'éleveur et je ne voulais pas du tout travailler dans ce domaine. J'ai quand même épousé un technicien d'élevage. Et aujourd'hui, je me retrouve sur la télémédecine animale. Donc voilà, la boucle, on ne peut pas échapper à certaines destinées. Je vais essayer de vous présenter quelque chose, plutôt une réflexion. Et c'est vrai que je serai très preneuse de vos retours. J'ai essayé de transposer les méthodes d'évaluation économique qu'on utilise en télémédecine humaine à la télémédecine animale. Et ça a posé quelques questions. Donc je n'ai pas forcément des réponses, mais c'est plutôt des réflexions. Et ma première réflexion, qui va être peut-être ma conclusion, c'est de dire, c'est peut-être pas de l'évaluation médico-éco que vous avez besoin, mais une réflexion sur le modèle économique. Pour commencer rapidement, donc économiste de la santé, alors vous parlez télémédecine récente en télémédecine animale. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la télémédecine humaine et ça a mis 20 ans, je pense, à arriver à au moins une connaissance, et je pense que la fameuse épidémie qu'on a rencontrée a permis la diffusion de cette pratique. Et du coup, il ne faut pas désespérer, tout est possible, il faut du temps. Donc moi, je travaille sur le médico-éco. Je vais vous présenter ce que c'est parce qu'on confond souvent cette méthodologie. Ça m'a amené, avec plusieurs expériences et expérimentations, à me positionner pas seulement sur la dimension économique, parce que quand je faisais des premiers projets que j'ai fait au Canada, le médecin m'a dit, mon résultat était de dire que le projet n'était pas rentable, qu'il n'y avait pas trop de perspectives économiques, dans le sens où le coût était tellement élevé des premiers réseaux de télémédecine que ma conclusion était plutôt négative. Et puis il m'a dit, en fait, moi, l'organisation est créée. On va utiliser, c'était de la télémédecine, la cardiologie pédiatrique entre Montréal et Rouyn-Noranda, 600 km de la grande ville. Et du coup, là, je me suis dit, ça commence bien ma carrière. Si déjà, pour tous les résultats que j'obtiens, on va me dire que ce n'est pas nécessaire, je ne vais pas aller très loin. Mais ça m'a surtout permis de réfléchir aux dimensions importantes. Donc la dimension économique, malgré tout, est devenue importante au fil des années. Mais il faut aussi regarder les aspects service médical rendu. Et un des aspects qui a été mentionné, c'est l'aspect organisationnel. La mise en place de la télémédecine, ça change une organisation, ça change les processus. Et du coup, c'est important de prendre en compte, outre la technologie, les aspects juridiques et tout ce qu'on a pu parler tout au long de la journée. Donc, je travaille aussi sur le modèle économique parce qu'au final, ce sont les industriels de la télémédecine qui sont venus à mon encontre en me demandant, mais est-ce que vous pouvez nous aider à réfléchir sur les modèles économiques? Du coup, quand on fait ce type de travaux, j'ai été amenée à travailler sur plusieurs pathologies, qui va de la dermatologie à la neurologie, à l'insuffisance rénale, en étant spécialiste de rien, en essayant de comprendre un petit peu ces différentes pathologies. Et cette expertise, parce qu'on n'est pas nombreux en France, m'a permis d'être chargée d'études pour la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et donc j'ai rédigé 2 rapports. Le premier en 2013 sur l'efficience de la télémédecine, c'était très général. Et le deuxième, là, récent, qui est sorti en décembre 2020, sur précisément la télésurveillance. Donc sur le médico-économique de la télémédecine, juste replacer ce qu'on veut dire par médico-économique, c'est vraiment évaluer l'efficience d'un projet par rapport à un autre projet. Et l'autre projet, souvent, c'est la situation habituelle, la pratique traditionnelle. Donc quand on fait de l'évaluation médico-économique, on compare à la fois l'intérêt médical au coût. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est juste ça. Le médico-éco. Donc on rentre, comme l'intervenant précédent l'a signalé, dans des essais cliniques où on a des groupes intervention, des groupes contrôle, et on essaie de comparer à la fois l'efficacité et le coût. Le schéma est assez intéressant dans le cadran. En fait, l'idée, c'est de positionner les résultats. Le petit cadran B, l'intervention est dominée. Donc l'axe horizontal, c'est l'efficacité. L'axe vertical, ce sont les coûts. Donc quand on est dans le cadran sud-est, on a plus d'efficacité grâce à la nouvelle technologie
et moins de coûts. Donc c'est vraiment la situation idéale. Donc la pratique qu'on évalue est dominante et elle vaut la peine d'être mise en œuvre. Dans le cadran opposé, le petit a, et ben là on a plus de coûts et en plus moins d'efficacité. Donc là, l'intervention est dominée. Et dans les deux autres cadrans, on est sur des choses incertaines. Le cadran C, vous avez plus d'efficacité et plus de coûts. Et donc, du coup, c'est au décideur, parce qu'en tant qu'évaluateur, nous, on ne prend pas les décisions, de se positionner, de se dire, est-ce que je suis capable de financer ce type de nouvelles pratiques, et l'inverse pour le cadran D. Pour cela, on a 4 méthodes classiques. L'analyse de minimisation de coûts, qui est juste, on suppose que les résultats rendus sont identiques dans les deux groupes, et donc on fait juste une analyse de coûts. Et puis après, les différences vont se situer, on va toujours mesurer les coûts dans toutes les méthodes, et on va comparer à des indicateurs un peu différents d'efficacité, d'utilité, et puis une analyse coût-bénéfice. Là, l'analyse coût-bénéfice, c'est l'idée de donner une valeur monétaire à chaque bénéfice. Quel est le prix de la vie humaine ? Est-ce qu'on peut la mesurer ? Donc ça, en santé, c'est dur, mais on va voir qu'en télémédecine vétérinaire, c'est peut-être possible de l'utiliser. Juste rapidement, qu'est-ce qu'on a ? On revient toujours aux données. Pour évaluer, il faut des données. Première chose, c'est l'efficacité. Donc la HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande de mesurer des effets globaux sur la santé. Et ce qu'elle recommande, c'est de mesurer la mortalité-morbidité. Alors c'est rarement fait parce que c'est assez compliqué, ou en tout cas on n'a pas des évaluations suffisamment longues pour avoir un impact sur la mortalité. Et donc, on prend souvent des critères intermédiaires. Là, je vous ai pris l'exemple d'un projet qui s'appelle Vigisanté, qui a été porté par Malakoff-Médéric, qui était sur le suivi de la tension, prise de tension. Là, c'était intéressant, c'était au niveau de l'entreprise, avec après un suivi, une télésurveillance à domicile. Et là, le critère qu'on a pris, c'est le critère clinique, à savoir la pression artérielle systolique et diastolique. On n'a pas été chercher la mortalité dans ce type de projet. Bon, là, si vous vous rappelez du cadran, on est dans le mauvais cadran. Là, on avait un coût, on a montré un coût très élevé, en fait, et pas de différence d'efficacité de pression artérielle entre le groupe qui était équipé de tensiomètre connecté, d'un dépistage précoce, par rapport à la pratique traditionnelle. Un autre critère qui est très important en santé humaine, c'est l'utilité. L'utilité, c'est des mesures de score de qualité de vie. Aujourd'hui, beaucoup de pathologies on va plutôt regarder, est-ce que ça améliore ma qualité de vie ? Est-ce qu'une prise en charge, une télésurveillance à domicile d'une pathologie chronique, est-ce que ça peut améliorer ma qualité de vie ? Et donc là, on a des questionnaires assez standardisés de mesures, soit des questionnaires génériques recommandés par la HAS et le Q5D. Ce sont des qualités de vie à 5 dimensions, puis on en a d'autres, je ne vais pas aller dans le détail, mais du coup on répond à des questions, à des questionnaires, et ces questionnaires permettent de calculer un score, et ce score permet de nous dire le niveau de qualité de vie qu'on a positionné. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors pour vous, je me suis tous demandé, mais comment on fait parler ? On ne va pas faire parler l'animal, donc ce type de mesure d'efficacité est peut-être un peu moins adapté. Sur les coûts, pour nous, et c'est identique pour la télémédecine vétérinaire, c'est la technologie, c'est la formation, c'est la maintenance. Ça, ce sont les gros coûts qui sont communs. Et après, nous, pour la télémédecine humaine, on va regarder les coûts de consommation de soins. On va essayer d'identifier l'ensemble des actes, des consultations que pourrait avoir eu le patient. Et alors, deux façons de le faire. On a ce qu'on appelle les cahiers d'observation, les CRF, ou maintenant les cahiers d'observation électroniques, ICRF, où là, c'est le patient qui marque
J'ai été chez le généraliste, j'ai été chez le spécialiste, j'ai consommé tant de médicaments, etc. Donc, c'est des données assez biaisées, parce qu'on oublie souvent de remplir ce fameux cahier. Et l'idéal pour nous, c'est d'avoir accès aux données de l'assurance maladie, le SNIRAM et les données de l'hôpital, le PMSI. C'est très difficile, on a parlé tout à l'heure du SNDS, ça met du temps. C'est beaucoup de contraintes réglementaires parce qu'il faut justement avoir des données anonymisées, retrouver nos patients. Et puis on vous donne en fait des tables comme ça, plein de tables avec derrière des choses qu'il faut tout décortiquer parce que ce sont tous les actes qui ont été rentrés par votre carte vitale. Donc les dates, etc. Donc, là, pour le coup, c'est une richesse d'informations et on l'a appliqué pour un projet de télémédecine sur la prise en charge des greffes. C'était un suivi de patients insuffisants rénaux greffés par télémédecine. Et on a réussi à avoir pour chaque patient toutes ses consommations de soins. Et quand on arrive à ça pour un économiste, on est assez content. Bon, malheureusement encore, les résultats ne sont pas fameux. Là, vous voyez que les points simulés sont tout autour du point central, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de différence significative entre la pratique par télémédecine, la télésurveillance, et puis les coûts non plus n'étaient pas si différents. En fait, on avait des consommations de soins quasi identiques. Alors, je vous montre deux résultats négatifs. Il n'y a pas que ça en télémédecine humaine. Mais là, il se trouve que le dispositif ne permettait pas de se différencier suffisamment. Et du coup, à quoi ça sert, en fait? C'est un petit peu ça la question aussi. Donc, on est vraiment là pour démontrer qu'une innovation permet de réaliser des économies, donc à efficacité égale ou supérieure, et améliorer l'efficacité clinique à coûts égaux, au moindre coût. Et l'objectif en santé humaine, c'est quand même d'avoir le remboursement de la pratique de télémédecine ou des dispositifs médicaux utilisés ou des objets connectés utilisés ou des applications qui existent. Donc ça, c'est un vrai objectif. Donc pareil, inscription des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations remboursables pour les entreprises qui développent ce type de technologie. C'est quand même une sécurité en termes de revenus. Un des objectifs, c'était la cotation des actes. Là, je vous ai mis l'exemple ci-dessous d'un projet qui s'appelle DomoPlay et qui avait pour objectif, en fait, de faire du suivi de plaies chroniques à domicile. On voit le patient, il est à domicile, et on communique avec un expert à distance. Et on a réussi à démontrer que sur 9 mois, grâce à la télémédecine, ça c'est un vrai résultat positif, on pouvait avoir une économie de 4 000 € par patient. Donc ça, c'était un résultat très très fort. Beaucoup d'économies réalisées en termes de pansements adaptés, moins de consultations, moins de déplacements, etc. Et j'aime à dire que cette expérimentation a permis à la réflexion sur la cotation de l'acte de téléconsultation. Donc, si vous savez, l'acte de téléconsultation est remboursé depuis août 2019 ou septembre 2018, et donc a permis, comme on l'a dit ce matin, d'avoir un remboursement de l'acte et un paiement de l'acte identique à la médecine présentielle. Et aujourd'hui, ce qui se passe en télémédecine humaine en France, c'est l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération pour la télésurveillance uniquement, parce que téléconsultation remboursée depuis 2018, téléexpertise remboursée depuis 2019, et il reste la télésurveillance. La télésurveillance pose plus de problèmes parce qu'on va le voir aussi pour votre application à vous. Est-ce qu'on est vraiment sur une rémunération à l'acte ? Est-ce qu'on ne devrait pas être sur des forfaits, sur des parcours ? Donc c'est une réflexion qui est menée, c'est pour ça qu'on a fait ce rapport là dernièrement. Juste pour finir sur la partie humaine, ça sert à quoi aussi ? Ça sert à modéliser des parcours de soins. Là, on est plus dans l'aide à la décision et la modélisation grâce à des arbres de décision ou à des modélisations de type Markov. On peut représenter différents parcours de soins et le comparer et donc donner des résultats économiques, médico-économiques là-dessus. Là, c'était l'exemple d'une prise en charge
d'une personne faisant un AVC à partir de l'endroit le plus proche, avec ou sans télémédecine. Là aussi, c'était très positif. Et du coup, par rapport à tout ça, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut en garder pour la télémédecine vétérinaire ? Alors, on a beaucoup de similitudes. Vous êtes sur la même chose. On est là pour améliorer la qualité des soins et le suivi des animaux. Meilleur accès aux soins aussi, face à surtout dans le milieu rural, par rapport à la démographie, je sais pas comment, des vétérinaires. C'est aussi l'accès aux données. On en a beaucoup parlé. On est sur des pratiques identiques. Les 5 actes qui ont été mis dans le décret de mai 2020, ce sont exactement les mêmes actes qui sont présents pour la télémédecine humaine. Et puis, on a vu aussi aujourd'hui des technologies qui sont semblables, des objets connectés, des dispositifs médicaux. On n'a pas beaucoup parlé de robots, mais voilà, ça se développe à la fois pour la télémédecine humaine et pour la télémédecine vétérinaire. Il y a l'IA et les applications mobiles. Alors, des divergences. Pour vous, c'est une discipline nouvelle, ce que je comprends, et j'ai marqué non réglementé ou récemment réglementé, je devrais dire, par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et il y a peu d'évaluation. Alors, j'ai redit ce que vous savez déjà. Il y a des expérimentations qui sont recommandées depuis le 7 mai 2020 pour le fameux décret dont on a parlé. Et alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est que dans l'évaluation qui va être menée, il y a l'intérêt de la télémédecine, le type de pratique, la proximité ou à distance, la satisfaction qui est aussi évaluée, mais pas du tout l'aspect économique. Alors, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a une réponse à cette question que je me suis posée, pourquoi la dimension économique n'est pas prise en compte dans l'évaluation. Il y a aussi peu de publications sur l'évaluation économique de la télémédecine vétérinaire. Alors, donc, pour nous, ça voudrait dire absence de preuves scientifiques, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire, justement. Pourquoi ? Parce que pour moi, la question importante, c'est vraiment le modèle économique derrière. Est-ce qu'il faut rémunérer un acte de télésurveillance vétérinaire, de téléconsultation, un forfait, un parcours C'est peut-être plus facile parce qu'il n'y a pas de demande de remboursement. Et puis, vous avez une autre facilité, c'est que pour la santé humaine, on ne veut pas payer des soins. En France, on a une culture qu'on ne paye pas le coût réel du soin. Et donc, on pourrait avoir, de la part des éleveurs et des propriétaires, peut-être un consentement au paiement plus facile. Alors, ce qui se fait, c'est que j'ai regardé un peu la littérature, ce qu'on retrouve comme étude, ce sont des mesures de disposition à payer, un peu comme vous avez fait dans votre étude. Combien êtes-vous prêt à payer pour la télémédecine ? Vous avez cette étude, je crois, été citée dans votre livre blanc, celle de Widmar 2020. On est prêt à payer, là, dans l'étude, 38 € pour une télémédecine pour animaux de compagnie, avec une plus grande disposition à payer quand c'est son propre vétérinaire qui fait le suivi. Hawk, en 2018, a estimé à $40 la consultation par télémédecine, et Robben, en 2016, là c'était pour l'hospitalisation en soins intensifs de leur animal, les gens étaient prêts à payer 8 € pour avoir un suivi régulier le temps de l'hospitalisation. Donc il n'y a pas d'études françaises. Du coup, là, ici, un petit tableau pour me demander, justement, pas d'études françaises, donc pas de protocole, en fait, d'évaluation médico-économique qui ont été mis en place. Et c'est un peu ça le protocole, c'est vous avez la pratique traditionnelle et je compare à ce qui se passerait avec la télémédecine réelle. Alors, pourquoi faire cette évaluation médico-économique pour vous ? Pour moi, ça serait afin d'identifier le montant de l'acte de téléconsultation. Je pense, après, une discussion pourrait se faire sur la télésurveillance. Ça pourrait être une première approche, une première méthode. Et donc là, j'ai essayé de vous mettre, mais il manque sûrement des choses, d'un côté, les gains qu'apporte la télémédecine par rapport à la pratique traditionnelle et les coûts inclus. Et l'idée serait de mesurer pour les différentes parties prenantes, en fait, les différents gains et les différents coûts
pour pouvoir avoir une vision peut-être un peu plus claire de l'impact de la télémédecine. Alors on retrouve les choses qui ont été dites dans la journée. Dans les gains, on a la qualité des soins, le suivi de l'accès, peut-être moins d'agents pathogènes avec moins d'intrusion dans les espaces, un gain de temps évidemment. Pour les propriétaires en plus, on a des déplacements évités. Et dans les coûts, on retrouve souvent la formation, l'équipement, les équipements. Pour le vétérinaire, gain de temps, on a dit déplacement, optimisation de l'organisation, ça permet un triage des cas, suivi peut-être plus serré pour d'autres cas, etc. Puis on retrouve les mêmes coûts. Pour le fournisseur de solutions, alors j'ai sûrement oublié des choses, R&D matériel avec des revenus, et l'expert, c'est assez quasiment identique au vétérinaire. On est sur deux modèles économiques différents, un B2C où le vétérinaire peut facturer peut-être directement aux propriétaires d'animaux, et puis B2B lorsqu'on est dans une relation de téléexpertise entre deux vétérinaires. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment c'est envisagé, est-ce qu'une rémunération est envisagée pour le B2B ? Oui, juste donc, pour vous dire que justement, je pense que la principale question, c'est vraiment ça, c'est quel modèle économique pourrait être mis en place. On avait fait avec le ministère de l'Industrie ce petit schéma en haut, et tout ce qui est en orange, c'est quand on est vraiment sur du marché public et comme la santé l'est. Et là, on voit que on est sur l'evidence-based medicine, c'est-à-dire on est sur la mise en place d'essais cliniques avec évaluation médico-économique. Moi, je pense que vous êtes plus sur marché compétitif, donc plus dans le cadran du haut, avec plutôt une justification de marché qui justifierait plutôt un travail sur le modèle économique. Et dans ce travail sur le modèle économique, il y a la disposition à payer qui peut être intéressante. Là, je vous laisse complètement réagir si vous en avez le temps. Pour moi, le modèle serait de l'acte pour la téléconsultation, téléexpertise, quelque chose entre un forfait si c'est quelque chose de régulier ou un acte si c'est ponctuel. Et sur la télésurveillance, comme la télémédecine humaine, je pense que le forfait pourrait être un modèle intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier tous les aspects de coordination, de parcours, de l'impact de la technologie, et puis il ne faut pas oublier aussi toutes les nouvelles prestations que vous pourriez créer grâce à la télémédecine. En plus, vous avez la spécificité de l'exercice collectif, et donc ça aussi, ça peut apporter des dimensions différentes. Là, je vous laisserai regarder ces différents modèles économiques qui ont été mis en avant pour la e-santé. On voit que beaucoup, c'est de l'abonnement. Le modèle économique, souvent, ça vient du téléphone mobile, mais pour tout ce qui est application, proposition de service, on est sur des modèles d'abonnement. Du coup, moi, ce qui me semble intéressant, qui pourrait être adapté quand même en matière d'évaluation économique, c'est la dernière catégorie de méthode qui est la méthode coût-bénéfice, c'est-à-dire on essaie de donner une valeur au bénéfice, et c'est là qu'on retrouve cette notion de disposition à payer que vous avez même utilisée, vous, dans l'enquête menée. Et il y a deux types d'évaluation, l'évaluation contingente, où là, on a un scénario direct, c'est combien êtes-vous prêt à payer pour. Bon, je vous ai mis 10 exemples, je n'ai pas le temps de les développer. Là, on est sur la dermato. Très difficile en France pour la télémédecine humaine, parce qu'on n'est pas prêt à payer directement pour un soin dermato, surtout quand on a un dos qui ressemble à ça. Deuxième méthode, c'est la méthode des choix discrets, qui est une méthode indirecte. Et là, on essaie de faire une combinaison, un scénario d'attributs qui serait intéressant. Là, on était par exemple sur un exemple de télésurveillance. Combien de temps je suis prêt à passer en mode consultation? Est-ce que les dates sont imposées ou pas? Donc, on choisit différents attributs, et dont le dernier est toujours le prix ou la disposition à payer. Et on va demander aux patients de choisir entre deux scénarios, et puis on va identifier en fait quels sont les attributs que les gens préfèrent. Ça, moi, je pense que c'est tout à fait possible aussi pour la télémédecine vétérinaire. Je pense que les gens sont prêts à dire, voilà, pour de la consultation à distance, je suis prêt à ça ou à ça. Et du coup, on est très proche des méthodes de marketing, en fait.
Et on a parlé aussi de valeur perçue dans la journée. Cette notion est revenue. Ça aussi, ça existe. Quels sont les types de bénéfices et de sacrifices perçus pour une innovation. Ça, moi, on a essayé de le mettre en place aussi à Brest sur un robot coach en kinésithérapie. Donc, vous avez Poppy, qui c'est pas un chien, mais un petit robot, qui montre les exercices de kiné et qu'on doit refaire avec lui. Et l'intérêt de cette étude, c'est plutôt qualitatif, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes auprès des gens, on leur demande vraiment de faire une liste de bénéfices qu'ils retrouvent et de freins à ces innovations. Une petite minute pour vous dire, il y a aussi toutes les études de microcosting, ça peuvent être très bien utilisées pour la télémédecine vétérinaire. C'est quoi le microcosting? C'est qu'on mesure tous les coûts, on observe, c'est-à-dire quelqu'un est là pendant la consultation, la téléconsultation, et on observe et on note tous les coûts, les temps passés, les différents consommables. Ça, c'est tout à fait possible aussi pour mesurer les coûts. Et comme on le fait pour la télémédecine humaine, je pense que la mesure de l'acceptabilité de ces nouvelles technologies et puis la satisfaction sont nécessaires. C'était la conclusion, mais qui reprend un peu les éléments que j'ai dit. Donc juste, moi, je pense qu'il y a la dimension économique qui devrait être incluse dans les expérimentations. On peut utiliser l'évaluation médico-éco pour identifier au mieux la valeur de l'acte. Et vous, ce que j'ai compris, c'est que vous avez une certaine possibilité sur le montant de l'acte, et donc ça dépendrait des tarifs déjà en vigueur que chacun d'entre vous aurait. C'est spécifique car on n'est pas du tout sur la même façon d'appréhender la disposition à payer. Et puis, du coup, cette notion d'enquête basée sur la disposition à payer pourrait être tout à fait mise en place. Par contre, je pense que les modèles économiques sont différents selon le type de pratique de télémédecine, téléconsultation, télésurveillance ou téléexpertise. Voilà, je vous remercie pour votre attention.